Chaque grande ville a ses légendes. Tenez, à Québec, il y en a une qui voudrait que le château qui surplombe le Cap Diamant soit hanté par le fantôme de Frontenac. Il y a même des gens qui prétendent l'avoir entendu. C'est amusant, non? L'histoire veut que Frontenac et son épouse, qui étaient restés en France, étaient mutuellement infidèles, très régulièrement. Juste avant sa mort, en 1698, l'ancien gouverneur et lieutenant général de la Nouvelle-France aurait demandé qu'on envoie son cœur à sa femme, à Paris. En le recevant, elle aurait dit « Je ne veux pas de ce cœur qui, de son vivant, n'a pas battu pour moi. » Le messager serait reparti avec son colis et on en aurait perdu la trace. Frontenac serait donc condamné à errer dans le château qui porte son nom jusqu'à ce qu'une femme accepte son cœur. Belle légende populaire. Depuis quand circule-t-elle? La mémoire me fait parfois défaut. Je ne suis plus très jeune, vous savez. Je suis peut-être un fantôme, finalement. J'ai tellement vu de gens dans ces murs. Toutes sortes de gens. Tenez, je me souviens d'une gentille dame qui a séjourné quelque temps dans une des 618 chambres de mon château. Lorsque je suis arrivée à Québec, vers 1896, le château était fait. C'est vrai ce qu'elle dit. C'est inscrit dans la pierre. 1893. Mais j'habite ce lieu à ma manière depuis bien avant cette date. Parce que pour construire le château Frontenac, on a détruit l'édifice Haldimand qui était là, juste en face du château Saint-Louis, détruit et reconstruit plus d'une fois, et dont la pierre des Chevaliers de Malte a survécu et se trouve aujourd'hui intégrée dans la maçonnerie du château Frontenac. Et le château Saint-Louis fut précédé par 2 forts. Là, on remonte jusqu'en 1620. Misère. Ici, c'est un véritable mausolée. Vous savez, des archéologues ont fini par exhumer la base du château Saint-Louis sous la terrasse du Frein. Je les regardais travailler de là-haut. En fait, depuis les fenêtres des différentes demeures que j'ai occupées sur ce cap, je fus témoin de... environ 400 ans d'histoire. Il s'en est passé des choses en 4 siècles. Et je suis tellement fier de ce que ma ville est devenue. Personne n'est aussi fier que moi de ma ville de Québec. Sauf peut-être Télésphore, le cocher. Dès le petit matin, Télésphore retrouve ce vieux compagnon fidèle qui, comme son maître, a rêvé toute la nuit de voyages fantastiques tout en rond dans la ville quotidienne. Ah, j'oubliais mon dîner. Heureusement que tu es là, ma femme. Télésphore est comme un roi, prenant en main les rênes de tout un jour nouveau. L'épouse, sans atour et sans couronne, retourne tout simplement à ses bâillements. La place des calèches est calme, pareil à un échiquier en attente d'une grande partie mouvementée, jouée au hasard des départs et des arrivées. Savez-vous que le métier de cocher se pratique dans ma ville depuis 1880? Vieille rue, vieille maison, siècle passé et gloire future, rien n'échappe au professeur en calèche, enfin apprécié. Télésphore resplendit de fierté, pareil à celui qui recevrait un doctorat à la face du monde. Ici, dans un fracas épouvantable, l'éclair des armes a rencontré l'éclair des armes le plus puissantes. Mais c'est le courage qui a vaincu la force. Le général Moré a été terrassé par le fier chevalier Lévy. C'est merveille d'instruire des gens aussi attentifs. Ah, les touristes. Il y en a dans ma ville. Et ils viennent de partout sur la planète. Saviez-vous que le château du fantôme qui vous parle est l'hôtel le plus photographié dans le monde? Évidemment,
Beaucoup de gens traversent la frontière en provenance des États-Unis juste pour l'admirer. Good afternoon, bonjour. Je les vois descendre de leurs grosses voitures, venant découvrir la seule ville fortifiée d'Amérique au nord du Mexique. Good afternoon. We're interested in a guide. For that purpose, we have a flat rate tour of 6 towns. That'll take you through all the old part of the city and through all the main points of interest in the new part. I see. So then you'd like to have a guide. So I'll call him for you. Claude? Here's your guy now. His name is Claude Robitaille. Afternoon. I'm French talking. My French is my mother language. If I make a lot of mistakes when talking English, please excuse me. Okay? Je ne sais pas s'il leur a parlé de la légende du monstre qui vit sous le Cap Diamant. Celle-là, elle date du formidable tremblement de terre de 1663. Certains témoins auraient dit qu'il a duré le temps d'un Ave Maria. Now in front are the oldest part of the Parliament buildings. It's a French Renaissance style, and all the statues you see there are statues of famous men, either army generals or politicians. Indian style, it is. Yes, that's what I was. Do you have any Indians in Quebec now? No. And now we will go into the narrowest street of America. That's what they say. This is it? Oh, yes. They have their front doors on the left-hand side. Francis, to get a picture of this. Hang on. Ay, chante donc, petit Manou, Ouagadougou. Parlez anglais? Non? Bonjour, goodbye. Goodbye there. That is really modern, beautiful. For me, it was fascinating because I have found up to this point more French-speaking people than English-speaking. It's a much slower pace. No one seems to be in this great hurry or rush. It seems to be a relaxing sort of life, enjoyable, you know. I think it's really worth it. I would like to come back for the Winter Carnival. Et ils ont bien raison de vouloir revenir pour le carnaval. Bon, d'accord, l'hiver n'a pas toujours été aussi joyeux par ici. Ça a toujours été le cauchemar des colonisateurs. J'en sais quelque chose. Il a fallu s'habituer. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Ah, il faut s'habiller plus chaudement qu'à Rio, mais c'est magique. Je me souviens, la deuxième année de son existence, le carnaval de Québec était déjà une tradition. C'est fête à Québec. La reine vient d'être couronnée. Une jeune fille qui hier encore croyait à peine à son rêve se retrouve aujourd'hui entourée de princesses, escortée par le peuple et secondée par le symbole de la joie hivernale que chacun appelle à sa guise bonhomme carnaval, bonhomme hiver ou bonhomme de neige. C'est d'abord la visite au monument de glace. Autant de trésors pour les yeux et que l'on dirait créé par la volonté d'une fée bienveillante, mais que chaque citadin s'est appliqué à polir et à repolir, déployant pour l'occasion ses talents d'artiste et d'artisan. Devant le somptueux palais de glace, le bonhomme carnaval au nom de la reine décrète l'ouverture officielle du carnaval. Donc, place à la joie. Pendant les semaines qui vont suivre, le repos sera banni et la vieille capitale deviendra témoin des nombreuses manifestations d'un peuple en liesse.
la plus grande joie des enfants, qui cette fois peuvent remettre le sommeil à plus tard, la parade de nuit leur apporte, bien vivants, les personnages de leur conte préféré. Et ceux qui viennent au carnaval ne veulent surtout pas rater la course en canot entre les deux rives du fleuve, Québec-Lévis, Lévis-Québec, et encore une fois sur l'eau, mais aussi sur la glace. Évidemment, en tant que fantôme, j'ai le privilège du meilleur point de vue. La glace. J'en ai vu à Québec. Quelle beauté. Mais quel danger quand arrive le temps de la débâcle. En fait, je devrais dire arrivait, puisque ça ne se produit plus depuis qu'on navigue sur le fleuve à l'année longue. Mais avant, le Saint-Laurent était pris dans une sorte de pain de glace 4 ou 5 mois par année. Puis, soudain, vers la mi-avril, un bruit sourd qui ressemblait à celui d'une avalanche se faisait entendre au loin. Dans un puissant fracas, l'immense tapis de glace se morcelait et se mettait en marche, et rien ne pouvait l'arrêter. Les maisons, les ponts, les clôtures, les arbres, tout ce qui avait le malheur de se trouver sur son passage cédait. Ah, il est bien vivant, le fleuve Saint-Laurent. Hiver comme été, il est comme le sang qui coule au cœur de ma ville. D'ailleurs, saviez-vous que Québec est un terme algonquin qui décrit un passage étroit, c'est-à-dire le rétrécissement du fleuve au Cap-Diamant. Et qui dit fleuve dit bateau. Ah, tant de bateaux ont navigué sous mes yeux de fantôme. Le plus célèbre marin du Canada, le capitaine Bernier lui-même, a habité dans mon château. Son bateau était parti du port de Québec en 1908 pour sa fameuse expédition au pôle Nord, laquelle permit de faire flotter le drapeau canadien sur l'archipel arctique. Et on n'a pas fait que regarder passer les bateaux à Québec. On en a aussi construit. De 1810 à 1860, ma ville fut un des 3 plus grands chantiers navals au monde. C'est à Québec que les plus grands bateaux à voile en bois de l'histoire de l'humanité ont été construits. Mais l'arrivée des bateaux à vapeur à coque d'acier a tout changé. Et tout comme la débâcle, les bateaux ont inspiré de nombreux artistes de ma ville. Tiens, je me rappelle d'un film tiré d'un conte de Roger Lemelin. C'était L'homme aux oiseaux. Tu t'as broyé dans les vents? Joe, il m'a laissé. Il est parti sur le bateau, là. Joe! Je viens justement de le rencontrer, là. Attends que tu le vois, Eva. Il est assez beau de t'habiller en matelot. En matelot? En matelot? Au quai du roi.
Dépêchez-vous, il part, là! Depuis 1817 que les traversiers font la navette entre les deux rives du Saint-Laurent. Au début, c'était à vapeur, bien sûr, mais il y avait aussi les horseboats qui leur faisaient concurrence jusqu'en 1848. Sauf qu'ils manquaient de puissance et se retrouvaient parfois à l'île d'Orléans. Aujourd'hui, les traversiers sont plus modernes. Un des meilleurs endroits où les regarder se trouve juste à côté de chez moi, à la citadelle de Québec. Lorsque le gouverneur général y séjourne, les navires de passage saluent la citadelle. Avant-poste du centre du Canada, la citadelle de Québec monte la garde sur le Saint-Laurent. C'est en 1820 qu'on entreprit la construction des fortifications actuelles, qui ont remplacé les vieux murs de bois pris par Wolfe. Au cours des années, la citadelle fut agrandie et remaniée plus d'une fois. La chapelle qui s'y trouve est un ancien dépôt de poudre. Les bâtiments ont subi plusieurs transformations, mais la citadelle est restée une place forte. C'est le quartier général du fameux Royal 22e, glorieux régiment dont les hommes habitent des casernes qui étaient autrefois des blocos. Les hommes défilent sous l'œil scrutateur d'un officier et de la mascotte régimentaire. Sur les remparts, à 300 pieds au-dessus du Saint-Laurent, les artilleurs s'apprêtent à tirer la salve quotidienne sur laquelle les Québécois règlent leurs horloges. La célébrité de la citadelle ne lui vient pas seulement d'un passé lointain. Roosevelt et Churchill y tinrent 2 rencontres historiques durant la dernière guerre. En effet, la citadelle était l'endroit tout désigné pour des conférences portant sur des questions militaires. Elle avait été bâtie par les Anglais pour se protéger des Américains. Qui aurait dit à cette époque que le président américain viendrait un jour y séjourner en compagnie du premier ministre anglais et de celui du Canada? Mon château a été pratiquement vidé de sa clientèle pour assurer la sécurité de ces importants visiteurs. La modeste colonie que Champlain édifia sur les rives du Grand Fleuve a vécu et grandi pendant plus de 4 siècles d'histoire empreinte de grandeur. Elle conserve toujours derrière ses nobles remparts le patrimoine sacré dont elle est le gardien fidèle. Mais une nouvelle date s'est inscrite à ses annales glorieuses. Août 1943. Voici que des soldats sont venus, comme autrefois, monter la garde sur la falaise, pendant qu'au vent du Saint-Laurent, sur l'antique citadelle, flottent 3 bannières. Éloquent symbole de l'union indéfectible des Nations Unies dans leur lutte contre les forces du mal. C'est dans la capitale du Canada français que messieurs Roosevelt, King et Churchill ont voulu se réunir avec leurs principaux aviseurs militaires et politiques pour décider conjointement des nouvelles mesures à prendre pour hâter le jour de la victoire et préparer la venue de la paix. Madame Churchill et sa fille Mary, qui accompagnaient le Premier ministre d'Angleterre, profitèrent de leur séjour à Québec pour faire un peu de tourisme. C'est ainsi qu'on les vit sans autre cérémonie se promener en calèche dans les rues de la ville. Les rares Québécois qui reconnurent leur distinguée visiteuse s'empressèrent de leur demander un autographe. Madame et Mademoiselle Churchill descendirent au couvent des Sœurs Blanches d'Afrique où elles s'intéressèrent vivement aux travaux des religieuses. Ce même jour était le 2e anniversaire de la fondation du corps féminin de l'armée canadienne. À cette occasion, Mary Churchill, fille du Premier ministre, passa en revue un contingent de nos jeunes filles en uniforme.
Dans la salle des conférences, les plus hautes autorités militaires des trois pays établirent conjointement les plans de bataille qui conduiront nos armées à la victoire. À la fin des délibérations, les représentants de la presse furent invités à rencontrer M. King, Roosevelt et Churchill. Les Canadiens français apprirent avec émotion que les Nations unies allaient reconnaître le Comité de libération nationale d'Alger. Ainsi, c'est dans la capitale du Canada français que fut prise la décision d'accorder à la France la place qu'elle a si bien méritée dans les rangs des Nations unies. Et après avoir planifié le débarquement de Normandie dans le plus grand secret, les grands de ce monde ont quitté les murs de la citadelle. Ma ville a pu reprendre son souffle le temps d'un long hiver et d'un trop court été. L'année d'après, ils étaient de retour. Québec vit encore des jours mémorables. Des centaines de journalistes de toutes les parties du monde sont rassemblés dans les murs de la vieille capitale pour tenir toutes les nations au courant des importants événements qui doivent s'y dérouler en cette fin d'été de 1944. Fiévreusement, les journalistes se préparent à annoncer au monde l'ouverture de la deuxième conférence de Québec. Déjà, d'éminentes personnalités du monde militaire atterrissent à l'aéroport de l'ancienne Lorette près de Québec. Le très honorable M. Mackenzie King arrive à la gare du Palais. Au cours des importantes conversations qui vont bientôt être amorcées, M. King sera le porte-parole du Canada. Une censure sévère contrôle les agissements et les écrits des journalistes et rappelle par sa seule présence que la deuxième conférence de Québec porte sur des questions militaires. Les représentants de la presse et du cinéma sont périodiquement convoqués au coffee shop du Château Frontenac pour recevoir les communiqués officiels. Le coffee shop a été transformé en salle de nouvelles pour la durée de la conférence. Sortant des édifices du Parlement provincial, M. Churchill fume un magnifique cigare que lui a offert M. Duplessis. Il semble porter allègrement le poids des ans et des terribles responsabilités qui lui incombent. M. King prend aussi congé de M. Duplessis et la foule dense qui s'est massée tout le long du parcours jusqu'au Parlement acclame les hommes d'État. L'Université McGill a profité de la présence de messieurs Churchill et Roosevelt à Québec pour leur conférer un doctorat honoris causa. Cette cérémonie est immédiatement suivie de la grande conférence de presse où le président et les deux premiers ministres confirment la nouvelle que la deuxième conférence de Québec a eu pour but de dresser les plans de campagne qui amèneront la défaite finale du Japon. Pour les journalistes maintenant en possession de la nouvelle la plus importante depuis l'arrivée des chefs d'État, le travail ne fait que commencer. Sans perdre une seconde, employant tous les moyens de communication, le téléphone, le télégraphe, la radio, le cinéma, ils doivent donner au monde, avide de nouvelles, le compte rendu fidèle de la page d'histoire dont ils viennent d'être les témoins privilégiés, la deuxième conférence de Québec. Et pendant que les politiciens et les militaires réglaient le sort de la Deuxième Guerre mondiale, la terrasse au pied des murs de la citadelle était fermée pour des raisons de sécurité. C'était exceptionnel, parce que normalement, elle grouille de monde. C'est un endroit magnifique, vous savez. On l'a construite après l'incendie du Château Saint-Louis en 1834. Elle s'appelait la terrasse Durham, du nom de celui qui l'avait imaginée. Elle avait environ le quart de la grandeur de celle que l'on connaît depuis 1879, la terrasse Dufresne, ou Dufresne, en mémoire de celui qui l'a allongée. Depuis qu'elle existe, que les citoyens de ma ville et des milliers de visiteurs grimpent les escaliers du Petit Champlain pour venir s'y balader. On s'y amuse de toutes sortes de façons, l'été comme l'hiver. Mais je crois que je n'ai jamais vu autant de monde sur la terrasse Dufresne que lors de la toute première visite d'un souverain régnant de Grande-Bretagne en sol canadien, George VI. Since dawn, increasing throngs have waited on Quebec's Dufferin Terrace and on the rugged bluffs rising from the water's edge, waiting eagerly for the wonderful events to come. Red, blue, and gold bedecked Gothic palace and soaring 20th century skyscraper. A blaze of color splashing vividly across the green of parks and open spaces. Iron cannon sweep the river from an historic fortress.
but no fury of destruction menaces the craft below. For the White Empress, the guns will speak thunderously in glad welcome to Quebec, the ancient capital of French Canada. Here this old French province extends her own characteristic welcome to her British rulers. The text of the Premier's welcome, inscribed on parchment, is presented to the King. Royal Prince meets churchly Prince, as Cardinal Villeneuve, Archbishop of Quebec, warmly grasps the outstretched hand of the British sovereign. At the Chateau Frontenac, during the luncheon in honor of their Majesties, tendered by the Dominion government, the Prime Minister greets their Majesties. Today, the Union Jack floats over the plains of Abraham, where scores of thousands gather for the thrilling climax to a day of thrills. National Battlefields Park, once the scene of strife and bitter conflict, is teeming with humanity, whiling away the hours by singing in French the praises of their native land and of its sovereigns. Here upon the plains of Abraham today unfolds the last act of that heroic drama which began 170 years ago upon this very spot. The appearance of the sovereigns in person arouses deep emotion. The royal presence exerts its magic, welding the mighty mass into a new unity. Canada is one in homage to the British crown and in loyalty to the traditions of an empire. Alors là, je vous jure que 180 ans plus tôt, en 1759, les Canadiens et les Français n'étaient pas si heureux de voir les Anglais débarquer sur ces mêmes plaines d'Abraham, alors qu'ils ont conquis Québec au cours d'une bataille féroce. Depuis, tout le monde en parle de la bataille des plaines. J'ai même un jour surpris le dramaturge René Daniel Dubois et le cinéaste Jacques Godbout évoquer ce combat qui décida du sort de l'Amérique. Ils en ont fait un film. Aube du 13 septembre 1759, brouillard sur les plaines. Sur les remparts de Québec, les soldats français sont inquiets. Les habitants commencent à sortir de leur demeure, inquiets à leur tour dans ce silence. Le tocsin se met à sonner. Tout le monde s'était massé du côté du fleuve pour attendre de voir si les Anglais ne seraient pas partis par quelque miracle, mais c'est derrière, sur les plaines, qui sont en train de s'installer, les Anglais. Prends le bas de combat. Dans les deux camps, on se précipite de tous les côtés. Les Anglais pour achever l'ordre de bataille, les Français pour sortir des murs. C'est la frénésie des deux côtés, un build-up de courses, de chevaux au galop, de manœuvres au fur et à mesure que les unités françaises se regroupent, s'organisent. Et puis, au sommet, au climax, dans chacun des deux camps, arrive pour se placer chacun des généraux sur son cheval. Wolfe, Montcalm. Ch'tac, ch'tac. Le silence se fait instantanément. Le temps se suspend et on remonte dans le temps. Nous visionnons avec l'équipe un film que Philippe Falardeau a découvert dans les voûtes du NFB, dormant sur une tablette. Tuesday, September the 11th, 1759. Pourquoi on regarde le film en anglais? Parce qu'ils n'ont jamais voulu le traduire. Qui ça, I? Le National Film Board of Canada. Ils avaient peur de nous faire de la peine. En quelle année ils ont tourné ça exactement? Vers 1957, par là. Ils l'avaient bien caché. My dear General, it pains me to disagree with you, but I think it plainly evident that the British intend to withdraw. Où est-ce qu'ils ont pris l'idée que Vaudreuil était une folle hystérique? Well, all this, and the lateness of the season. And in Wolfe's cabin, on the British flagship Sutherland. All day, Admiral Saunders' squadron have been making a show of getting ready for battle. Soon, when it begins to grow dark, they will fill their boats with red-coated Marines. Now, to the French watching from the shore, the Marines will look like soldiers. So Montcalm will think the attack is to be made against Beauport. Meanwhile, Admiral Holmes, with select ships from this squadron, will begin bombarding Pointe-aux-Trembles. So Bougainville will think the attack is to be made here. Right. While Bougainville is kept busy, it having grown dark, the rest of the squadron will leave the ships that are firing and carry the army down the river toward Quebec. Which, if the French notice, will seem to them our usual drifting down with the tide as we've done each night. Captain Bell, you're anticipating me. I beg your pardon, sir. The night is dark. Our troops are in their tents with clothes on, ready for an alarm. I in my boots, my horses saddled,
we wait with impatience and dread. My thoughts are of home and you, dearest wife. Et puis, le 13 septembre 59, on revient, la bataille éclate, mêlée. Wolfe et Montcalm qui tombent chacun de leur monture, les funérailles de chacun. Et puis le film se termine sur des plans d'un monument commémoratif dédié à chacun. Ah, les plaines. En septembre 1759, les occupants ont transformé les seuls édifices d'importance qui n'avaient pas été entièrement dévastés par les bombardements en casernes militaires et en magasins de provisions. Misère. On avait bâti ici, aux portes de l'Amérique, une ville, ancienne et française. Notre passé n'était pourtant pas si long, et nous l'avions offert tout entier aux démolisseurs. Est-ce qu'on arriverait un jour à rebâtir les murs de notre mémoire? Les souvenirs ont besoin de lieux où habiter. J'en sais quelque chose. Et d'ailleurs, y a-t-il une idée plus réconfortante que celle de la durée? Le temps est une patiente reconquête. C'est ce que je me dis quand je regarde le séminaire depuis là-haut. Ces murs sont debout depuis plus de 300 ans et ils témoignent de l'importance immense que la religion a eue dans ma ville. En 1663, Monseigneur François de Montmorency-Laval demande au roi d'approuver civilement la fondation d'un séminaire à Québec. Le roi y consent. En vertu de l'autorité qui nous a été commise, nous avons érigé et érigeons dès à présent et à perpétuité un séminaire pour servir de clergé à cette nouvelle Église. Nous désirons que ce soit une continuelle école de vertu et un lieu de réserve d'où nous puissions tirer des sujets pieux et capables pour les envoyer à toute rencontre. Dès 1668, Monseigneur de Laval ajoute à l'œuvre du séminaire celle du petit séminaire. On espère y franciser les jeunes sauvages en les éduquant avec des jeunes Français. Mais, dira l'évêque, l'entreprise n'est pas sans difficulté, tant du côté des enfants que de celui des pères et mères, qui ont un amour extraordinaire pour leurs enfants, à la séparation desquels ils ne peuvent se résoudre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mettons-nous en la présence de Dieu et adorons-le. Je vous adore, mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. Je ne peux pas évoquer le séminaire sans penser automatiquement à l'Université Laval, aux côtés duquel elle connut ses débuts en 1852. Elle y est restée soudée pendant un siècle, avant de déménager dans son immense cité universitaire de Sainte-Foy pour cause de surpopulation. Je me souviendrai toujours des formidables célébrations entourant son centenaire. À Québec, l'Université Laval, le plus ancien centre de culture française d'Amérique du Nord, célèbre son premier centenaire. Catholique et française, Laval accueille cependant les étudiants de toute race et de toute religion. Les élèves viennent de toutes les parties de l'hémisphère, ou même d'Australie et d'Égypte, attirés par son patrimoine unique de langue et de culture. La faculté de théologie continue de former de jeunes prêtres qui perpétuent l'œuvre de Monseigneur de Laval.
Il y a en plus les écoles où s'enseignent toutes les spécialités du génie et les laboratoires qui contribuent au progrès scientifique et à la défense du Canada. Une faculté de médecine bien outillée s'efforce de répondre aux besoins toujours plus grands de nouveaux médecins. À Laval, les méthodes modernes s'acquièrent dans l'ambiance des humanités. Aux bibliothèques et aux musées, les étudiants trouvent une collection exceptionnelle de livres et d'objets d'art. Un document particulièrement cher aux gens de Laval, c'est la Charte royale reconnaissant cette université en 1852. Les manifestations couronnées par une grande assemblée publique comprenaient d'importantes assises scientifiques, un festival musical et dramatique et des réunions de plus de 70 sociétés savantes du Canada et de l'étranger. Universitaires et hommes publics de tous les coins du monde ont participé à un défilé pour célébrer les 100 ans de développement et de progrès de Laval. La foule qui remplissait les rues étroites de Québec a assisté à cette procession d'hommes en toge ou en uniforme venus de plus de 20 pays et de plus de 400 universités et sociétés savantes. Les processions sont presque devenues un sport national dans ma ville. C'était vrai des innombrables processions religieuses, mais tout autant des défilés populaires. Mes citoyens adorent les personnalités. Tant de gens importants sont venus à Québec et bien sûr sont passés au château. Je ne les compte plus. Charles Lindbergh, la princesse Grace de Monaco, Chiang Kai-shek, le prince Andrew, Montgomery Clift, Ronald Reagan, Ian Fleming, François Mitterrand et tant d'autres. Alfred Hitchcock y a tourné un film en 1952, I Confess, dans lequel le meurtre final a lieu dans la grande salle de bal que je hante à l'occasion. Ah, je me rappelle y avoir vu aussi le général de Gaulle, aux côtés de Daniel Johnson, mais ça, c'était en 1967. Nous recevons des chefs d'État. Ah, je me souviens de cet homme-là. C'était le directeur du château Frontenac à l'époque. Il s'appelait George J. Jessup. Il était particulièrement occupé pendant la course à la chefferie du Parti libéral du Québec en 1970. Évidemment, les candidats séjournaient chez moi. Alors, c'est l'inspection qu'on fait, normalement. Quand on a des personnalités, des VIP, là, c'est M. Wagner, un des candidats à la chefferie libérale, Mme Wagner, qui seront ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Des milliers de Québécois espèrent. Monsieur Laporte, 288 voix. Monsieur Wagner, 455. C'était Robert Bourassa qui avait gagné. Ça bourdonnait partout au château. Ce n'est pas une mince affaire à gérer, vous savez. Le château Frontenac, vous savez, c'est une ville. Bonjour, M. Gagnon. Il est 7h30. En ce temps-là, la direction et la clientèle du château Frontenac étaient constituées d'Anglais et d'Américains ou de riches francophones de la Haute-Ville. En revanche, une bonne partie des 600 à 700 employés étaient des francophones de la basse-ville. Nous avons dans notre personnel père, fils et on a un petit-fils. Bon, il me semble que c'était tout de même mieux que de travailler dans les sweatshops, ces manufactures de corsets et de chaussures, comme le faisait Rita Toulouse, célèbre personnage des Ploufs qui rêvait de venir un jour dans mon château, boire un Singapore Sling. Pour avoir du entertaining, comme on dit, dans l'hôtellerie, nous avons ça. J'en ai vu du monde fêter lors du bal de la Régence, qui se tient chaque année au moment du carnaval. Really nice to see you again.
Vers la fin des années 60, c'est devenu le bal de la reine. Depuis 1996, il s'appelle le bal du bonhomme. Le château que je hante a toujours été un lieu de plaisir et de modernité. Je dirais même un lieu un peu sulfureux. Dans les années 20, les femmes venaient boire des cocktails et fumer le cigare au son d'un big band endiablé, alors que le cardinal Villeneuve interdisait formellement la danse. Mon château semblait échapper à toutes les règles. Je suis tellement heureux de voir que les gens de ma ville ont un vrai sens de la fête, comme l'avaient les Montagnais et les Algonquins de Tadoussac lors de leur grande tabagie quand je suis arrivé de France, il y a si longtemps. Dans le Québec moderne du mois d'août 1974, il fallait voir l'énergie, la joie et la fraternité hors du commun qui régnaient au Festival international de la jeunesse, la super Franco-fête. Des hommes et des femmes venus de 25 pays francophones aux 4 coins du monde pour faire la fête dans ma ville. Et que dire des nombreuses célébrations de la Saint-Jean-Baptiste, devenue la fête nationale du Québec en 1977. Oh oui, il y a de quoi célébrer à Québec. Nous n'étions qu'une poignée de colons lorsque je suis arrivé ici. Et regardez ce que ma ville est aujourd'hui. Une cité française de plus d'1 demi-million d'âmes. Une ville moderne et dynamique, au développement économique impressionnant, riche en histoire, en art et en culture. Une ville où il fait bon vivre en paix et en harmonie. J'ai rougi d'émotion lorsque l'UNESCO a inscrit l'arrondissement historique du Vieux-Québec sur sa prestigieuse liste du patrimoine mondial en 1985. Elle est alors devenue la seule ville au nord du Mexique à recevoir cet honneur. Imaginez, ma ville, aux côtés de Rome, de Florence, de Jérusalem, de Tunis, du Caire, de Damas, de Cracovie et de Varsovie. Je n'aurais pu rêver plus bel avenir pour ma descendance lorsque je faisais construire notre premier fort sur le Cap Diamant en 1620. Car si je suis aujourd'hui un fantôme, je fus autrefois Samuel de Champlain. J'étais venu de France pour faire le commerce de la fourrure qui fut si important dans le développement de la colonie. Et j'ai fondé Québec, en y construisant la première habitation en 1608, à l'endroit que les Amérindiens appelaient Stadacone. J'ai ainsi établi le début d'une présence française continue en Amérique, qui dure encore aujourd'hui, depuis plus de 4 siècles. Après une vie d'explorateur, de géographe, de cartographe et bien sûr de colonisateur, je suis mort à l'âge de 68 ans en 1635, le jour de Noël. Je fus inhumé provisoirement dans un lieu anonyme pour être plus tard transporté dans une chapelle à laquelle on finit par donner mon nom. Détruite par un incendie en 1640, elle fut tout de suite rebâtie, mais les livres d'histoire n'en parlent plus après 1664. On suppose que les corps qu'elle recouvrait furent transportés sous l'église qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Notre-Dame de Québec. Mais en fait, depuis les travaux qu'on a faits dans le sous-sol en 1877, on a eu beau fouiller et fouiller cet emplacement et ses alentours, on n'a jamais retrouvé les restes de mon corps. Chaque grande ville a ses légendes.